Ah bah ça commence mal. Quel serait l'animal totem de votre vie professionnelle ? Je dirais un rhinocéros parce qu'il faut foncer. Donc il faut foncer pour défendre ses idées et puis pour s'attaquer à des problèmes sociaux graves et importants. Et faut être costaud, faut tenir le choc. Donc un rhino, ouais, c'est pas mal, ouais. La tortue ? Caméléon, parce qu'on s'adapte à toute situation, à chaque nouvelle crise. On a une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Je ne saurais pas dire. Le cheval. Pourquoi ? Parce qu'astrologiquement, je suis cheval. Et je trouve que c'est un bel animal qui peut être sauvage, mais aussi domestiqué. Et c'est surtout un partenaire de l'homme pour faire plein de choses. Un koala ? Et l'éléphant. Pouvez-vous analyser votre pratique professionnelle en 3 adjectifs ? Écoute, patience et partage. Intelligence du cœur, intelligence mathématique, confrontée à l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que pour accompagner, il faut à la fois du cœur et en même temps de la rigueur. Donc du cœur, de la rigueur, et je vais même oser ajouter des mathématiques dans l'accompagnement. L'écoute. Ah, c'est pas un adjectif. Être attentif, entendre, je sais pas comment on dit avec un adjectif. Et essayer de trouver des solutions pratiques, pragmatiques pour réduire les risques et améliorer autant que possible la vie au quotidien. C'est pas un adjectif non plus. C'est pas grave. Et le 3e, c'est ne jamais rien lâcher, continuer. Ce serait nos capacités d'accueil dans le système de santé. Ce serait notre disponibilité, à la fois en temps, en personne, en écoute. En fait, c'est un peu toujours la même chose, mais l'adaptabilité de nos systèmes. Audacieuse, impliquée, et puis déterminée. Est-ce que votre profession auprès de patients en très grande précarité est-elle un acte militant ? Ah, complètement. Complètement, oui, c'est un acte militant parce que ça veut dire aussi vouloir une société plus inclusive, regarder les êtres humains non pas que dans leur déficit, mais dans leur humanité pleine qui nous ressemble. La grande précarité, les personnes en situation de grande précarité sont en fait une partie de moi-même aussi. Je risque à tout moment d'être plongé dans les affres de la grande précarité. Personne n'est à l'abri aujourd'hui. C'est à la fois une continuité normale de ma vie et un acte militant. Oui. Bon, je ne dirais pas militant dans ce sens-là, je dirais juste que j'ai eu la chance de faire une formation qui m'autorise ou qui peut m'aider à accompagner les personnes avec les qualifications qu'il faut. Parce que s'occuper des personnes, on ne peut pas le faire si on n'a pas une certaine compétence quelque part, que ce soit des compétences qui ont été acquises dans les écoles ou des compétences de la vie classique, quoi. Oui. Comment agissez-vous pour ne pas stigmatiser les malades chroniques en très grande précarité ? En fait, l'éducation thérapeutique m'offre un outil qui se décline en 5 questions fondamentales à travailler avec le patient à la première rencontre. Enfin, dans les premières rencontres, c'est qu'avez-vous ? Que savez-vous de ce qui vous arrive ? Que comprenez-vous de ce qui vous arrive ? Que pensez-vous de ce qui vous arrive ? Et quel est votre projet ? Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?
Donc à partir de ces 5 questions, je pense que cet outil-là permet de limiter en tout cas la stigmatisation dans la mesure où ce sont des questions ouvertes, où la personne se décrit telle qu'elle est dans ces dimensions-là. Et c'est mon matériel de départ de travail. Alors, c'est la neutralité qui est la base. La neutralité, ne rien paraître. Parce que les malades n'ont pas choisi d'être malades, donc nous, on est qui pour les juger? La neutralité et la bienveillance sont des maîtres mots de la prise en charge des personnes atteintes d'affections chroniques. J'essaye d'observer, de les respecter, de les écouter. C'est en écoutant les gens et sans penser qu'on sait plus ou qu'on sait moins ou qu'on va faire... Enfin, je sais pas, c'est une histoire de se mettre ensemble, en se regardant dans les yeux. Quelque part, sans se mettre à la place, mais essayer de prendre la personne dans son ensemble, de la visualiser dans son ensemble et de comprendre un petit peu sa situation. En 1961, Canguilhem écrit « La santé, c'est le luxe de tomber malade et de s'en remettre ». Plus de 60 ans et une pandémie mondiale après, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant. Oui, j'aime bien cette phrase. Effectivement, c'est beaucoup plus dur quand on est en situation de précarité de pouvoir guérir pour plein de raisons. Peut-être qu'on est mieux loti quand on n'a pas des problèmes effectivement d'hébergement, de logement, toutes ces autres problématiques sociales qui font qu'on a du mal à se concentrer sur le soin. Bah, c'est véridique. Avoir la santé, c'est le luxe de s'en remettre. Oui, il y a une part de vérité, mais en même temps, maintenant, c'est plus comme avant. Je veux dire, il y a besoin d'informations, il y a besoin de parcours de santé, de soins, il y a besoin d'accompagnement, de sensibilisation. Donc oui, c'est un luxe de s'en remettre, c'est une chance. Et la santé, c'est le premier point essentiel pour chaque personne, pour tout le monde, je pense. Et à côté de ça, il faut des outils, je pense. Voilà, ma façon de penser, c'est de dire qu'il faut des outils, un accompagnement spécifique, un système de santé efficace pour pouvoir prendre en charge, pour avoir ce luxe-là de s'en remettre. Je dirais que la santé, peut-être que c'est le luxe de tomber malade et de s'en remettre après, mais c'est aussi le luxe de pouvoir se soigner. Je vais répondre par une pirouette. Oui, je suis extrêmement attachée au système de soins, à la sécurité sociale et aux garanties des droits des citoyens qui leur permettent effectivement d'éviter que la santé ne soit un luxe, en fait. Pour vous, quels sont les bénéfices de l'éducation thérapeutique du patient ? Pour le soignant, je pense que ce serait de pouvoir mener des projets qui répondent à des problématiques globaux de la santé du patient. Ça peut être aussi des moments dédiés pour le comprendre, l'amener à comprendre certaines choses aussi, parce qu'on ne peut pas le faire au sein d'une simple consultation, même si elle se répète. Et c'est aussi un moment pour que le patient puisse rencontrer les différents intervenants dans un cadre donné, dans un temps donné, pour la prise en charge globale du patient. Pour le patient, je dirais que c'est une relation un peu plus conviviale avec les soignants, un temps pour le patient pour qu'il puisse s'exprimer, ou en tout ça, essayer de comprendre certaines choses et être à l'aise pour pouvoir poser des questions face aux intervenants. Et c'est aussi peut-être un temps d'échange entre les deux sphères, soignant-soigné. C'est de le reconnaître comme acteur de ce qui le concerne, à savoir sa vie, et lui donner la place, donner toute la place à ses choix et à sa vision de sa santé.
À qui peut-on accoler l'étiquette de précaire? Déjà, le terme accoler, en fait, me gêne. Accoler le terme de précaire. Il y a des personnes qui ont des difficultés sociales, essentiellement sociales, professionnelles et financières. Toute personne n'ayant pas suffisamment de toit, TOIT, de ressources, de maladies. C'est la conjonction de la maladie, de l'absence de toit, l'absence d'environnement aidant, de famille, d'amis, quelqu'un de seul. Oula, à qui peut-on accoler l'étiquette de précaire? Eh bien, je crois qu'on est tous précaires, parce que si on prend la définition de la précarité, c'est, quand on regarde l'étymologie du terme, précarius, c'est-à-dire c'est qui a besoin d'être en connexion dans la prière. Or, la prière, donc c'est une référence un peu religieuse, quand on prie un Dieu, on prie quelqu'un, donc on est forcément dans une relation duelle. Donc ça veut dire que, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est à l'origine, ça nous permet de comprendre que la précarité, elle concerne chacun d'entre nous, parce que pour se développer, exister, eh bien nous avons tous besoin des uns et des autres. Nous ne pouvons pas vivre seuls, à part les ermites qui ont fait ce choix, mais ils sont très peu nombreux sur la planète. Et donc, on est tous précaires parce qu'on a tous besoin des autres. Alors après, bien sûr, ce qu'on appelle les personnes en situation de précarité, et non pas précaires, parce que c'est bien une situation, et non pas, ça ne résume pas l'entièreté d'un être. Eh bien, la précarité, c'est justement certaines fragilités que l'on peut rencontrer, que l'on peut cumuler. Et donc, bien sûr que nous sommes tous précaires de par notre fonction ontologique, c'est-à-dire avoir besoin des autres, mais des personnes sont plus vulnérables parce qu'elles cumulent des fragilités, et c'est ce qui fait que les gens sont dans des situations de précarité, ou de grande précarité quand ils cumulent ça dans le temps. Quel serait l'animal totem de votre vie professionnelle? Alors, c'est une question qui est un peu piège. L'animal totem, ça va être une petite souris. Un oiseau. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois voler, survoler, et en même temps atterrir, et pouvoir manger aussi de temps en temps. Je dirais un caméléon, parce que c'est un corps de métier, je pense, qui est assez adaptatif. Je dirais peut-être faudrait trouver un animal qui sait travailler dans l'urgence, en tout cas qui est toujours dans l'urgence. Donc je sais pas, je prendrais peut-être le chat qui va un peu partout et qui est très curieux et en même temps qui est aussi très solitaire, parce que parfois on se retrouve un peu tout seul avec nos usagers. Voilà. Je dirais le phénix. Je peux pas mesurer même pas. L'éléphant. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'en général j'aime bien les éléphants et parce que ça représente le nombre d'heures passées énorme et en même temps une certaine stabilité. Le caméléon? Pourquoi? Parce qu'il s'adapte à toutes les situations. Comment gagner de l'autonomie en santé pour les patients et les professionnels de santé? En s'écoutant et en acceptant de partager, de se remettre en question. En prenant déjà conscience des limites de sa propre autonomie. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, je ne peux pas faire l'équivalence de mes dépendances avec celle d'une personne en grande précarité, dont les besoins les plus élémentaires parfois ne sont pas satisfaits. Il faudrait décomplexifier tout simplement le système de santé qui, malgré en France, on a beaucoup de chance sur pas mal de points. Mais l'accès au droit reste quand même très complexe avec énormément de choses administratives à faire. ALD, CMU, CMUC, ARS, ETP, HAS, HSPT, OMS, FTM, MSP, CAF. Vous voulez continuer la liste par quoi?
Par quoi OVNI, objet volant non identifié. EMLT, équipe mobile de lutte contre la tuberculose. Casse-tête chinois. Le patient. J'aimerais commencer la liste par le patient. Je sais pas, je saurais pas répondre. Citez 3 obstacles à l'accès aux soins des populations en situation de très grande précarité. Financièrement, après peut-être la barrière de la langue pour certains, enfin, les problèmes de la littératie en santé, de compréhension entre les professionnels de santé, enfin les soignants et le soigné, ça peut être une barrière, et le manque d'information. Le fait de ne pas avoir un hébergement, le fait de ne pas avoir de sécurité sociale et le fait d'avoir une vie guidée au quotidien par des besoins humanitaires de base. Comprendre que la priorisation du patient vis-à-vis des ETP ou en tout cas de sa santé n'est pas leur souci premier. Ce qui veut dire qu'il faut les accompagner tout le long de l'ETP ou de la mise en place de l'ETP, à savoir qu'il faut quand même régler certaines problématiques en amont pour qu'ils puissent faire votre programme au complet. À savoir, si un patient a des difficultés de logement, ça va être compliqué. Un patient qui a des problèmes administratifs qui viennent interférer avec la mise en place de l'ETP au moment où vous l'avez inscrit dans l'ETP, ça va être compliqué. À savoir aussi, par exemple, la temporalité de la mise en place, eh bien, c'est quelque chose qui est très compliqué. Au moment où vous avez décidé que c'est le bon moment, pour le patient, c'est pas forcément son moment. Donc voilà, c'est être vraiment très souple, mais en même temps leur faire comprendre que malheureusement, il y a aussi un cadre dans lequel il faut en tout cas adhérer dans le format, parce que c'est pas gérable. Sinon, il va le faire en tronqué, ça servira à rien, ni pour lui, ni pour nous, quoi. Donc la frustration sera de part et d'autre. Et enfin, il y a quelque chose qui est important pour ces patients, c'est le côté pratico-pratique, le côté concret de ce que vous allez leur apporter. Si le format de l'ETP n'est pas adapté, en tout cas au patient, à l'attente du patient et pas seulement à l'attente du soignant, il n'adhérera pas, il ne finira pas ce programme d'ETP. L'ouverture des droits. Ils n'ont pas forcément ce qu'on appelle l'ouverture des droits, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à la sécurité sociale, que ce soit d'une façon, s'ils sont en situation régulière par la CMU, s'ils sont en situation régulière par l'AME. Donc cet accès aux droits, le premier obstacle, c'est qu'ils ne savent pas que ça existe. Le deuxième obstacle, c'est qu'ils ne savent pas comment l'obtenir. Le troisième obstacle, c'est que parfois, en plus, les personnes qui sont censées accompagner et procurer cette protection sociale aux personnes en grande précarité, de fait de la structure dans laquelle ils travaillent, ou parfois c'est plus rare du fait de leur propre chef, multiplient des refus de soins et des obstacles administratifs à l'accès aux soins. Donc complexité, connaissance de l'existence du système, complexité du système, mauvaise volonté structurelle ou individuelle de les y accéder, ça fait déjà pas mal. La complexité administrative, une organisation très complexe et qui n'est expliquée à personne, même pas dans les écoles. Vous qui êtes allé à l'école aussi, vous savez qu'on ne vous a jamais expliqué le système de soins. Donc quand on arrive d'un autre pays, c'est encore plus complexe puisqu'on n'a aucune idée. C'est pour ça que la porte d'entrée est l'hôpital. Et l'obstacle, c'est qu'on ne s'est pas encore attaché à faciliter d'emblée l'accès aux soins sans se préoccuper de statut administratif, de qui a quoi comme papier, etc. Ce qui n'existe évidemment pas en matière de santé publique, puisque aucune pathologie ne demande les papiers de X ou Y avant de se transmettre. La manière dont le système de soins est organisé,
le manque de personnel d'accueil, le dépassement d'honoraires. Quelle est l'émotion que vous ressentez le plus dans votre quotidien? Ah mon Dieu, la frustration et la colère. Si je m'en fais deux. Le sentiment, c'est le sentiment de gâchis par rapport à un fonctionnement néolibéral qui ne reconnaît pas, la prise en charge des plus fragiles et des plus faibles comme étant une nécessité et le signe d'une société démocratique assez élevée. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne voient plus que les choses sous l'angle de la performance et de la dépense. Et donc, c'est très malheureux de voir les choses comme ça. Et ça multiplie les incompréhensions entre les personnes et ça développe la haine. Et je serais plus pour une organisation plus inclusive où chacun a sa place, le plus fort comme le plus fragile. Le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose et d'être un tout petit maillon dans la chaîne du système de santé français. Quel conseil donneriez-vous à une nouvelle ou un nouveau collègue? Écoute, regarde, comprend et accompagne, marche avec. Le jour où le traitement de l'urgence empiète sur l'accueil fait à la personne, il faut se poser des questions et peut-être envisager une autre orientation. Est-ce que les femmes et les hommes sont égaux dans la précarité? C'est une réponse qui fuse très rapidement de mon côté parce que j'axe beaucoup mon travail sur les femmes pour lesquelles je trouve qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Fragile ne veut pas dire faible. Hein. Fragile parce qu'elles sont plus en situation de faiblesse, de littératie, parce que l'éducation, souvent, dans beaucoup de domaines, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est plutôt réservé à la gente masculine, parce que les femmes sont, entre guillemets, souvent au foyer, ou en tout cas à élever leurs enfants, donc les femmes sont beaucoup plus fragiles dans ce sens-là. Elles sont aussi souvent sacrificielles dans leur temps de soins, et on le voit dans les ETP, hein, souvent les femmes, elles vous diront toujours qu'elles doivent garder l'enfant, elles ne peuvent pas venir, elles ont peu de temps pour elles, parce que c'est elles qui gèrent souvent la famille. Quand je dis famille, c'est dans le sens général, hein, que ce soit la gestion domestique, etc. Et les femmes, je vais vous dire, c'est l'avenir de l'homme. Donc si on ne s'occupe pas des femmes, eh bien je ne sais pas où l'homme va aller. Donc oui, elles sont plus fragiles dans ce sens, en précarité. Non. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à l'égalité, déjà. Et parce qu'il y a des problématiques qui vont être spécifiques aux hommes, aux femmes et plein d'autres facteurs non modifiables, j'ai envie de dire. L'âge, le sexe, la génétique. Non. Non, parce que quand on dort dehors et qu'on est une femme, on ne peut pas être visible, il ne faut pas être visible, et donc on est obligé de se cacher en plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'hommes qui se font attaquer régulièrement, mais quand on est une femme, c'est dur. En tous les cas, moi, quand j'étais à la rue, le fait d'avoir des tampons hygiéniques, voilà, il faut aller quémander en disant donnez-moi de l'argent, il faut que j'aille m'acheter des OB, c'est dur. Il y a aussi une histoire d'hygiène qui est plus complexe, de par la forme de nos organes. Avez-vous un dernier mot, une dernière phrase, une dernière pensée à partager? Il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est passionnant, et on manque de bras. Je pense qu'on peut faire beaucoup de belles choses avec les patients en situation de précarité. Mais ce que je crains un petit peu, c'est que
la lassitude des soignantes, elle est vraiment là. Et j'avoue que la motivation, elle est difficile à trouver aujourd'hui, en tout cas. Alors, est-ce que c'est un effet fatigue, Covid et tout ce qui va avec? Je ne sais pas. Donc, je suis un peu pessimiste, mais peut-être que mon pessimisme va être balayé et qu'on va reprendre la course. De l'importance en termes de santé et d'éducation thérapeutique des patients, c'est travailler aussi à l'essentiel au fond de tout ça. C'est quoi? Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure dans cet esprit militant, c'est l'émancipation des personnes. C'est arriver à favoriser l'émancipation des personnes, c'est-à-dire s'appuyer sur leur savoir, développer leur pouvoir d'agir pour lutter contre tous les mécanismes qui embrigadent, qui enferment les personnes dans une société qui fonctionne un peu comme ça. Donc oui, développons l'émancipation de tout à chacun et de nous-mêmes d'abord. Oui, parce qu'en ce moment, on est dans une période très particulière où on voit que finalement, par rapport à des personnes qui arrivent d'un pays en guerre, on peut leur fournir un accueil digne. On est capable de bien s'occuper des personnes les plus précaires. On a fait, comme dirait quelqu'un, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et je pense que quand on est capable de s'occuper des personnes les plus précaires, on est capable d'améliorer une démarche globale en santé publique, au bénéfice et au profit de la population générale et donc de tout le monde. Je pense qu'il est vraiment primordial de s'inscrire dans une dynamique collective des différents acteurs, participative aussi, de par les patients. Et du coup, pour optimiser en fait la compréhension des enjeux, des besoins et vraiment apporter une réponse optimale. Au boulot. Et moi-même, je suis ingénieure de santé civile et d'information. Alors, je suis chef de projet de la mise en œuvre du PRAPS. Je suis infirmière de formation initiale et maintenant infirmière spécialisée en santé publique. Alors, je suis infirmière. Coordinateur national d'équipe d'action grande précarité au sein des petits frères des pauvres. Alors, je suis infirmière. Alors, je suis chargée de mission en dispositif de santé publique. Je suis coordinatrice en santé dans le domaine de l'éducation thérapeutique du patient. Je suis enseignant-chercheur. Je suis médecin au service social de Paris, à la mission tuberculose. L'Office régional de permanence d'accès aux soins de santé à l'agence régionale. Je suis médecin à l'assistance publique des Hôpitaux de Paris, infirmière. On va choisir celle-là. J'ai construit des programmes de prévention pour les personnes qui font face à de multiples vulnérabilités. Je suis directeur général d'une association depuis 11 ans